Bonjour à tous, c'est Christophe Deller. On se retrouve pour la suite du tutoriel sur notre parseur de fichiers INI. Donc nous avions vu dans la première vidéo comment lire un fichier INI. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment l'écrire, soit sous un nouveau nom, soit sous le fichier ancien, depuis l'ancien que l'on modifie ou non, ou depuis un nouveau complètement créé. Nous allons voir aujourd'hui une évolution possible. À savoir de typer les informations. Donc ça va être fait au niveau de l'écriture. Mais avant, une petite chose que l'on a oublié, c'est par rapport à nos règles. Au niveau des règles, on a dit que les sections, c'est en majuscule. Quand on veut chercher ce que l'on n'a pas fait, on a oublié de le faire. C'est-à-dire ici, dans is section exist, est-ce que la section existe? Ben pour ça, il faut lui demander ça. Il faut lui demander en majuscule. Donc str to upper. On convertit en majuscule. On va d'ailleurs vérifier ça. Var dump $parser is section exist config. Normalement, ça marche. Il ne trouve pas. Pourquoi s'il ne le trouve pas? Ouais. Parce qu'il ne l'a pas enregistré en majuscule. Mais là, dans la recherche, on veut que ce soit en majuscule. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Normalement, c'est censé être quelque chose de relativement simple. Là, je lui demande en majuscule. Ouais. Alors, je l'avais fait dans un test. Je sais plus comment j'avais fait ça. Pour éviter de tout convertir en fait obligatoirement en majuscule. Parce que le but c'était aussi de pouvoir garder ici tel que c'était écrit. Donc si on mettait une majuscule, il y avait une majuscule. Si on mettait minuscule, il y avait minuscule, etc. Je vais essayer de retrouver le code d'exemple et je vous reprends après. Bien, donc j'ai regardé un peu le code d'exemple que j'avais fait. En fait, on est obligé dans tous les cas de mettre en majuscule. Donc soit il faut strictement respecter, soit on est obligé de noter en majuscule. Alors le mieux du coup, c'est que ce soit en majuscule. Donc c'est ici str2 upper. Déjà. Hop. Ensuite ici, il faut le mettre aussi. Ainsi que ici. On va prendre tout ça. Hop. Là. Voilà, donc ce qui fait que c'est en majuscule. Normalement, ça devrait passer. Voilà. Donc là, ça passe. Si maintenant je mets une majuscule à un moment donné, on s'en fout. Ça passe aussi. En revanche, quand on va écrire, du coup, ici, ce sera en majuscule, obligatoirement. Bon, c'est pas bien grave, j'aurais voulu laisser tel que c'était prévu. C'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, sinon il faut mettre l'information strictement, ce qui n'est pas forcément très pratique. Donc il vaut mieux le faire comme ça. Pareil pour donc ici dans la clé, hop, il faut faire pareil. Et ici, c'est en majuscule. Et pour la clé, c'est en minuscule. La clé, elle est où? Ici. str to lower.
en minuscule. Là, la clé, donc elle est déjà mise en minuscule, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut faire ailleurs? Ça, c'est tout lower et pas upper. Lui, il est déjà mis en majuscule. Ici, dans le get value, le str to upper. Et pour lui, c'est str to lower. Hop. Ici, là, et ici. Voilà. Donc là, normalement, tout marche. Alors, on va vérifier. C'est is qui existe, config, et on a boolean. Par exemple, ça existe bien. Si maintenant je mets une majuscule, ça marche aussi. Si maintenant je sauvegarde ça dans un nouveau fichier pour pas modifier l'existant. Voilà, donc on a bien tout en minuscule et les sections qui sont en majuscule. Donc finalement, on correspond à ce qu'indique le format ini créé par Microsoft à la base, même si en pratique, c'est pas forcément toujours le cas. Au moins là, on est sûr avec ce parseur qu'on respecte parfaitement la norme de départ. Et surtout, on permet en fait aux développeurs de ne pas s'embêter à devoir noter strictement majuscule par majuscule le truc qui s'embête pas. C'est beaucoup plus facile pour lui. Donc, le but est un peu aussi de simplifier le travail des développeurs qui vont utiliser le parseur. Donc autant comme ça respecter un peu plus strictement la norme. Et puis voilà. Donc au niveau de l'évolution par contre que je voulais donc proposer, c'est le cast. Donc le cast des données. On va le faire. Hop, toi déjà tu vires. Il n'y a pas de devoir d'un pas dégagé. Non, voilà. On est quand même un code propre. Donc au lieu d'un, d'ailleurs on va pas mettre ici, on va le mettre là-bas avec le get value. Voilà, au lieu d'un simple get value, on peut faire un get int value. Donc on a la section, on a toujours pareil la clé, mais on renvoie un int. Non, on n'a pas de retour particulier. Alors d'abord, on va récupérer donc la valeur normalement avec un get value auquel on passe les différentes informations. Ensuite, on va faire ceci. Ouais, j'ai un trou. PHP. PHP manuel, couillon. Voilà. Alors, c'est par rapport au isInt. IsInt, par rapport aux entiers, est-ce que c'est numérique? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Donc, est-ce que c'est le type entier? Ouais, donc c'est ça. Donc, c'est avec le isInt que on va le faire. Ouais, il y avait un str2, me semblait, non? Intval. Voilà, on retourne la valeur numérique entière équivalente d'une variable. Voilà. Donc,
Alors, on va déjà vérifier. Là, est-ce qu'il peut dire que c'est du numérique? Alors, oui, non, 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 non. D'accord. Donc, tout simplement, c'est un int val qu'il faut faire. Donc, un int val, ça renvoie un int. Donc, on peut directement le typer. Hop. Et zut. Donc, return int val. On renvoie la valeur entière. Renvoie la valeur numérique de la valeur. Non, renvoie la valeur au format zut, nombre entier. Donc on a un entier. Maintenant on fait pareil pour le float. Float value. On va vérifier. Il me semble qu'on a l'équivalent du int val, mais pour les floats. Voilà, c'est float val. Donc c'est la même chose. Oups. Sauf que c'est float. Voilà. Renvoie la valeur au format nombre à virgule flottante. Et ensuite, on a un get bool value pour le coup. Donc, il renvoie un booléen. Et là, par contre, ça va être un peu différent. Ça va être un peu différent parce que le booléen, ça va être yes ou no. Et donc, si c'est yes, c'est true. Si c'est no, c'est false. Donc, if $value est égal à yes, donc str2 lower, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Majuscule ou pas majuscule, ça ne changera rien. Return true. Dans tous les autres cas, return false. Non, on va le faire encore autrement. Else if $value est égal false. On return false. Là où que $value est égal à true. Alors pourquoi est-ce que je fais comme ça? Parce que si on demande à récupérer la valeur booléenne du tableau que l'on a créé, qu'on n'a pas encore enregistré, ben là on a vu qu'on a enregistré déjà le booléen, le flottant et compagnie. Donc là c'est nécessaire dans ce cas-là de lui dire, ou alors si c'est vraiment un vrai booléen, dans ce cas-là, lui, on n'en a pas besoin. Si c'est autre chose, ben il y a un problème. Donc sinon, on retourne tout simplement false, on s'embête pas. Mais ça veut dire que c'est pas forcément bon. Voilà.
Et pour la valeur nulle, ça correspondrait à vide. Pour l'instant, on n'autorise pas vide, donc on verra après. On va passer donc au test de int, float et bool. Donc pour le int, ben, c'est simple, on a ici le number dans config. Toi, je veux pas enregistrer quelque chose. Get int value, c'est config number. Hop, ça. Get bool. Le float. Et normalement, ça devrait être bon. Quoique, on va quand même vardumper pour vérifier que ça cadre bien. Donc là, on a bien notre 10. Donc il est bon. On a bien true et on a bien notre 10,5. Donc si on vérifie, on a dit d'abord le nombre. Le nombre il était effectivement à 10, c'est bon. Le deuxième, c'était le booléen qui était bien à yes. Si je mets no, ça va passer à false. Voilà. Et le float qui était bien à 10.5. Maintenant, number, je mets 10 et des choses derrière. Il va bien trouver 10 puisqu'il a transcrit, il a récupéré la valeur entière. Si je mets à 10.5, il trouve 10 aussi. Donc ça, c'est bon. Si je mets des valeurs, d'autres valeurs, voilà. Si je mets par contre une autre valeur avant, ben, il trouve 0 parce que c'est une chaîne de caractères que l'on a. Si je tape une chaîne, donc là, il nous ressort bien les bonnes informations à chaque fois. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est typé. Ce qui fait que le développeur n'est pas obligé de le faire. Il sait que ça doit être typé. Eh bien, il ne cherche pas à savoir. Il le fait. Au lieu, lui, de devoir le typer derrière pour le travailler, ben, il va directement utiliser getInt, getBool, getFloat value. Ça lui ressort comme ça doit être et il le traite. Après, on a vu par exemple que pour le getInt, si je mets du texte, il nous sort 0. Donc au développeur à savoir derrière que s'il a une valeur de 0, soit c'est qu'il y a une erreur, soit c'est parce qu'il y a vraiment un 0 qui est rentré. Donc à lui après aussi de savoir, de vérifier, toujours quand il fait ses tests, de vérifier avec les fichiers ini. Le 0 peut être donc considéré comme une valeur par défaut si l'entrée n'existe pas dans le fichier ini par exemple, ou que tout simplement l'information n'est pas bonne. Si on supprime ici number, on tombe aussi sur 0. Donc l'absence de l'information nous renvoie ici en valeur par défaut 0. Pour un integer, pour un float, un float, ça va être 0 aussi. Pour un booléen, c'est false. Etc. Donc, à lui après de savoir effectivement quelles sont les informations par défaut. Ça, on est censé effectivement le savoir. Alors, j'ai voulu vérifier, mais il me semblait bien que c'était 0, 0 et false. Donc, une fois que celui qui va utiliser le parseur, il sait ça, il peut s'en servir et à lui de savoir
si quand il y a ces valeurs-là, est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui les a mises ou est-ce que c'est une erreur? Ça, à lui après potentiellement de le vérifier en faisant un get value et vérifier dans ce cas-là l'information. Éventuellement, ou alors tout simplement il considère que c'est une valeur par défaut et que donc, comme si ce n'était pas présent plutôt dans le fichier ini, que donc cette valeur-là, c'est une valeur par défaut dans son programme qui sera utilisée à la place. Après, au développeur de se débrouiller. Là, on lui permet de caster l'information sans que lui, il ait explicitement à le faire et donc à faire son traitement en rajoutant du travail derrière. Là, il obtient déjà l'information dans le type qu'il le souhaite. Donc ça, c'est juste une petite évolution auquel moi je pensais, qui peut être intéressante. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord dessus, mais en tout cas, voilà, notre parseur, il le gère. Donc voilà, c'est juste une petite évolution. Après, vous pouvez en faire plein des évolutions. Le tout, c'est de respecter au moins la norme, donc que un fichier ini général, donc d'un peu n'importe quel programme qui travaille correctement sur un fichier ini, que vous puissiez le lire, ou encore que quand vous écrivez un fichier ini, ce soit un fichier ini qui reste standard et qui soit donc lisible par les autres parseurs. Alors après, une autre évolution possible, c'est pour les chaînes de caractères. Rajouter les guillemets, on le voit souvent aussi, c'est un moyen aussi de dire attention, ça c'est une chaîne de caractères. On peut éventuellement le rajouter. Dans ce cas-là, on peut rajouter ça dans le add value. Je sais pas où il est là. Donc ici, avant de faire ça, on regarde si $val est une chaîne de caractères. Si c'est une chaîne de caractères, alors on va réécrire sa valeur en lui disant je veux spécifiquement que tu aies. Alors on va le faire avec un sprintf, ce sera plus facile pour moi. Je veux spécifiquement que tu aies ça, puis ta chaîne. Donc, si on reprend ici, par exemple là, nous aurons ceci. Sauf qu'après, à la lecture, il faut aussi le retirer. Donc, à la lecture, si on le retire, c'est donc dans notre load. Ici, on va regarder si substr $value, le premier caractère est égal à ça et que le dernier caractère non, c'est directement ici. Voilà, -1 est égal à ça. Alors, ici, non, ça on va pas le toucher. On va du coup toucher le $value qui est égal à substr, notre valeur qui démarre au premier caractère et à l'avant-dernier. Là, on pourrait passer aussi par une expression régulière, mais pour le coup, c'est le faire plus travailler, c'est pas forcément intéressant. Donc là maintenant, si je prends un nouveau fichier, que je lui ajoute une valeur, je sais pas, une section test, une clé test et une valeur test, $parseur up save dans new.ini.
on a bien nos guillemets. Donc à ce niveau-là, on est bon. Si maintenant je lui fais lire notre new.ini et qu'à la fin de notre chargement, c'est ici, on affiche le contenu. Donc c'est parse et oui, parse ini, voilà. On voit que là, les quotes qui nous sont affichés, c'est parce que c'est une chaîne de caractères. On n'a pas les quotes qui réapparaissent. Donc, les guillemets, les quotes que l'on a ici, on ne les garde pas. Donc, ça ne pose pas de problème après, lors de l'enregistrement. On a détecté que l'on avait des guillemets indiquant bien que c'est une chaîne de caractères. C'est un moyen aussi, je rencontre dans beaucoup de parseurs, c'est un moyen aussi de dire explicitement ça c'est une chaîne de caractères à la personne visuellement quand elle va ouvrir le fichier ini pour voir par exemple les valeurs, pour modifier quelques valeurs. Si le programme ne permet pas de modifier via le programme le fichier ini, il faut le modifier à la main, c'est un moyen de bien voir que ça c'est une chaîne de caractères. Voilà, donc là c'est encore une autre évolution que l'on a vue. Alors on peut dans notre test créer une nouvelle valeur. On crée une deuxième qui soit une valeur booléenne par exemple. Donc si c'est une valeur booléenne, alors dans l'écriture par contre il faut aussi le préciser. Save ici donc val. Avant de faire ça, if is bool $val. Alors si $val est égal à true, alors $val va être égal à yes. Sinon, $val sera égal à no. Donc ça va permettre d'aller au bout de notre idée et donc de bien écrire yes, no. Ça c'est bon. Donc on rafraîchit, on regarde ici, on a bien notre yes. Sachant qu'ici on a dit true. Si là je mets false, on aura bien notre no qui apparaîtra. Et du coup, si hop, on recommande tout ça, qu'on demande notre new.ini, on a bien, alors là c'est une chaîne de caractères parce que ça on l'a pas traité. Oui, c'est une chaîne de caractères dans tous les cas, oui, c'est normal. Puisque là, on ne le caste pas. Ouais. Oui, parce qu'à la lecture, on ne caste pas. C'est bien tout des chaînes de caractères. Et c'est après, à l'écriture. Alors, à l'écriture, on ne caste que pour lui. Parce qu'on écrit yes, no. Et donc, vous voyez un petit peu ce qu'on peut apporter de plus sur un parseur tout à fait standard, tout à fait basique. Comment, du coup, permettre aux développeurs de gérer un peu plus facilement avec un cast automatique. Pas obligatoire, évidemment, d'où le getValue qui reste. On a juste rajouté un getIntValue, getBoolValue et getFloatValue. Et comment, du coup, quand on fait notre addValue, vu qu'on ne dit pas explicitement qu'on veut une chaîne de caractères, on fournit en tant que chaîne de caractères, en tant qu'integer, en tant que float ou en tant que bool, et c'est la bonne information qui ressort, sachant que dans tous les cas, c'est plus ou moins un string. Donc une chaîne de caractères, sauf le bool, où lui, par contre, on ne peut pas directement l'écrire, parce qu'il lui écrirait 0 ou 1. Donc là, on écrit yes, no. C'est la seule petite particularité.
Donc voilà un petit peu pour cette dernière vidéo où je voulais montrer ces quelques petites évolutions qui peuvent aider plus facilement un développeur et qui peuvent donc permettre d'avoir un parseur intéressant par rapport à un parseur classique qui se contente de gérer simplement la norme telle que, enfin, la norme entre guillemets telle que le format en fait a été créé par Microsoft et c'est tout. Là, on a voilà avec ces quelques petites évolutions, un fichier ini déjà un peu plus agréable à lire qui passe sur l'essentiel des autres parseurs. Donc, ça permet de créer un fichier ini qui va être utilisable. Et cette notion yes/no pour les booléens, on la rencontre très souvent justement. Donc c'est quelque chose qui va fonctionner les 3/4 du temps. Après, on peut spécifiquement indiquer la valeur en mettant directement un string dès le départ. Il y a plusieurs possibilités. Donc on ne restreint pas par rapport au format standard tel qu'il a été prévu. On augmente ses possibilités, ce qui est quelque chose de très bien, parce que du coup ça permet d'avoir un fichier qui soit plus pratique à lire, à comprendre, et puis plus facile à gérer aussi pour le développeur avec ce cast automatique plutôt que de devoir le faire manuellement à chaque fois, ce qui rajoute du code supplémentaire, autant que le parseur le fasse dès le départ, c'est un plus. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette série donc, de tutoriels sur la création d'un parseur ini. N'oubliez pas que dans les commentaires, vous avez le lien vers le GitHub du tutoriel. D'ailleurs, pendant qu'on parle, je suis en train de committer les derniers changements. Ajout de quelques évolutions. Voilà. Hop, et en même temps, je l'envoie sur le GitHub. Donc, vous pouvez aller voir sur le GitHub. Vous avez actuellement 3 commits dessus. Un qui est mis en place à la lecture de fichiers ini, donc ça concerne la première vidéo. L'ajout de l'écriture d'un fichier ini depuis un fichier existant ou un nouveau projet et vers un fichier existant. Ça correspond à la deuxième vidéo. Et l'ajout de quelques évolutions, c'est cette vidéo aussi, donc la troisième, où on a rajouté effectivement quelques petites fonctionnalités supplémentaires qui sont intéressantes. Donc voilà, vous avez donc sur le GitHub tout. Vous pouvez donc récupérer le parseur tel quel et déjà le réutiliser si ce que l'on a fait tout simplement vous convient et que vous n'avez pas envie, vous, de le coder, ou que tout simplement quand vous lisez là les vidéos, vous n'avez pas forcément envie de le recoder vous-même parce que vous êtes, je sais pas moi, dans les transports avec votre smartphone en train de regarder les vidéos. Vous avez le GitHub, vous avez le code complet, donc vous pouvez consulter, vous pouvez voir ce qui a été fait, et vous pouvez tester, vous pouvez modifier très facilement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez complètement reprendre le code, le modifier tel que vous voulez, vous en servir ensuite dans un projet. Vous n'avez aucune restriction à ce niveau-là. Là, le but de vous fournir le tuto dans un GitHub, c'est vraiment que vous puissiez réutiliser ça tel quel ou tout simplement consulter le code assez facilement. Voilà. Donc pour cette série de tutoriels sur un parseur ini en PHP, c'est terminé. Je vous ferai bien entendu d'autres tutoriels en PHP essentiellement, puisque c'est surtout mon cœur de métier. Donc sur d'autres sujets, très souvent qui tournent autour de la génération de quelque chose, parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, que je trouve très intéressant. Mais il y aura aussi plein d'autres sujets en PHP, bien entendu, pas uniquement la génération de quelque chose ou de la lecture-écriture de quelque chose. Mais ça permet de voir en fait différentes notions au fur et à mesure. Là, par exemple, on a vu qu'en lisant ligne par ligne, on peut traiter les informations. C'est quelque chose aussi qu'on peut réutiliser pour un fichier de log, par exemple, avec les expressions régulières où on sait que chaque ligne a un format bien particulier, ou alors que suivant la ligne d'avant, la ligne du dessous, elle va avoir un autre format, etc. Donc, ça permet aussi de montrer comment on peut passer d'un fichier qui est clairement un fichier texte à donc un document
qui va être exploitable. Ici, c'est via un tableau PHP, mais ça peut être tout à fait autre chose. À vous de gérer après comme vous l'entendez. Ça peut être simplement, on lit la donnée et on l'affiche directement en la traitant un petit peu sans forcément besoin de la stocker dans un tableau que l'on va réutiliser derrière. Chacun gère, ça c'est le principe, mais au moins ça vous montre un peu les possibilités à ce niveau-là par rapport au fait de lire ligne par ligne un document texte. Et donc moi je vous dis à bientôt sur la chaîne.